Bienvenue dans cette deuxième et dernière partie de la Grande Table avec à mes côtés Antoine Mercier. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la France demeure-t-elle un vieux pays conservateur, selon l'expression consacrée de François Mitterrand en 93, mais aussi un vieux pays conservateur qui s'ignore, encore dispersé. Ils sont un certain nombre d'intellectuels, de journalistes, d'hommes et de femmes politiques à souhaiter le retour d'un courant conservateur décomplexé. Quelles sont les sources intellectuelles de ce nouveau ou de ce renouveau conservateur? Quelle traduction politique lui donner? Pour en parler, notre invité, l'historien Olivier Dard, est professeur à la Sorbonne. Il a co-dirigé le dictionnaire du conservatisme, paru aux éditions du Cerf, avec Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois, qu'on entendait, professeur de droit public à l'université Paris-Descartes. Récemment, au cœur de la polémique Maurras, Olivier Dard avait été missionné par le Haut Comité des commémorations nationales pour rédiger une notice sur l'homme politique et essayiste avant la suppression de cette notice sur décision du ministère de la Culture. On y reviendra probablement. Olivier Dard, bonjour. Bonjour. Mariano Rajoy d'abord, renversé. Le socialiste Pedro Sanchez qui prend sa place à la faveur d'un scandale de corruption. Une motion de défiance avait été déposée par le PSOE avec le soutien du parti nationaliste basque contre le chef du gouvernement espagnol après la condamnation de cadres du PP et surtout du parti. C'est une défaite politique, d'après vous, pour le courant conservateur européen? Oui, une défaite politique, assurément. Cela étant, cela sanctionne, dans le cas espagnol, une série d'épisodes liés à la corruption. Il s'avère que je co-dirige tout un programme international sur l'histoire de la corruption. Donc c'est un sujet que je connais un peu. Et si vous voulez, la condamnation n'est nullement une surprise. Et ce qui arrive à Rajoy aujourd'hui a des antécédents du côté du PSOE par rapport à ce qui s'était passé notamment dans un certain nombre de villes et de régions espagnoles. Donc c'est une défaite évidemment pour les conservateurs espagnols. C'est aussi une défaite pour les partis de gouvernement classiques qui ont animé la vie politique espagnole depuis la transition, avec sans doute une singularité par rapport à d'autres pays européens, c'est qu'il y a en embuscade un parti qui se considère, et qui est d'ailleurs incontestablement potentiellement un parti de gouvernement, qui est le parti Ciudadanos, qui, lui, évidemment, est plus libéral que ne l'est le PP qui est quand même le produit plus ou moins de l'Alianza Popular, qui avait été lui-même le produit du post-franquisme. Donc effectivement, ça ouvre une alternative, sans doute, à ce parti Ciudadanos, sachant qu'il va peut-être y avoir, à l'occasion de nouvelles élections, un certain nombre de transferts de voix d'électeurs du PP vers Ciudadanos, sachant que Ciudadanos, en même temps, est une formation plus moderne, plus libérale, moins marquée par l'héritage catholique. Donc ce sera intéressant de voir comment les électeurs vont réagir à la suite, effectivement, de cette crise politique ibérique. Alors Antoine Mercier l'a bien souligné dans son journal, Mariano Rajoy a survécu à pas mal de choses ces dernières années, et notamment à la crise catalane. Il tombe aujourd'hui sous le coup ou par les effets de cette affaire de corruption qui touche l'ensemble du parti. C'est quand même une bonne chose qu'aujourd'hui encore, puisque vous êtes un spécialiste ou que vous travaillez sur ces questions de corruption, la corruption puisse encore avoir raison de certains partis ou de certaines majorités. Oui, absolument. Ça permet de faire un peu le ménage. Voilà. Et ce qui se passe en Italie, vous le regardez comment aujourd'hui, Olivier Dard ? Écoutez, c'est difficile. C'est difficile. J'étais à Pavie la semaine dernière pour une conférence. C'est difficile, honnêtement, d'avoir une appréciation. Ce qui me frappe, cela étant, c'est que en Italie, pour le coup, à la différence de l'Espagne, on a vraiment une majorité, alors qui est sans doute une majorité de bric et de broc, mais qui, elle, entend ou du moins prétend construire une alternative au parti dominant. Et je ne sais pas combien de temps va durer ce gouvernement Conte, qui n'existait plus il y a 48 heures, qui est reconstitué, etc. Mais il s'avère, cela étant, me semble-t-il, que dans le cas italien, une partie de l'opinion publique, à tout le moins, souhaite une rupture. Jusqu'à quel point? Parce qu'il y a des sondages qui sont récemment parus sur notamment la question de l'euro, et on voit que du discours aux pratiques et aux mises en œuvre, il risque peut-être d'y avoir dans l'opinion un certain nombre de réactions. Ça, nous verrons ce qu'il en est. Il y a une envie ou un souhait de rupture. En même temps, ce sont des partis, des mouvements qui se présentent comme des anti-systèmes. Est-ce que vous trouvez des ingrédients conservateurs dans les programmes, les idées que défendent la Ligue ou le mouvement 5 étoiles
toile? Écoutez, c'est un peu difficile de faire des parallèles. Ce que j'ajouterais surtout, puisque vous parliez justement de la question de la corruption en Italie, c'est que finalement, rappelons-nous ce qu'avait été l'opération Main propre, qui avait quand même balayé notamment la démocratie chrétienne, ce qui n'était quand même pas rien dans l'Italie de l'après-guerre. Finalement, ce balayage de la Vichy, du Parti communiste aussi, qui s'est reconstitué plus ou moins dans le Parti démocrate, mais enfin n'a pas débouché finalement sur la mise sur pied durable, il y a eu Forza Italia, etc., d'une alternative politique. Et je crois que de gouvernement. Et je crois que ce qui se passe en Italie exacerbe, me semble-t-il, une crise qui est une crise pour le coup européenne, qui est une crise effectivement des forces de gouvernement et de leur capacité, et je pense que la France est également très concernée par cette question, leur capacité à se faire entendre et à faire valoir leur façon de voir, de gouverner à une majorité de l'opinion publique. Rappelons quand même qu'à l'élection présidentielle, si on regarde les scores obtenus par les candidats issus des forces dites de gouvernement, on a quand même des scores relativement étriqués. Mais crise des partis, pas forcément crise des idées, et notamment pas forcément des idées conservatrices d'après vous, parce que les conservateurs ou le camp politique conservateur reste quand même assez présent sur l'échiquier politique européen, de la Grande-Bretagne post-Brexit à l'Allemagne d'Angela Merkel. Vous vous intéressez dans ce dictionnaire et globalement moins aux partis qui sont un peu les incarnations du vieux monde, à vous lire, qu'aux idées et à leur renouveau. Et vous écrivez à combien de mains 6 dans l'introduction de ce dictionnaire, alors que les idéologies s'effondrent, empêtrées dans leurs contradictions, leurs compromissions, leurs incertitudes, le conservatisme sort de l'ombre et trouve, pour le défendre, des renforts inattendus. Oui, parce que si vous voulez... Alors, vous avez raison de reprendre cette citation. On a beaucoup discuté de l'introduction, effectivement qu'on a écrite à trois. Je crois qu'il y a deux choses, si vous voulez. Il y a effectivement un effondrement d'un certain nombre d'idéologies classiques. Ça me paraît difficilement contestable. Et plus généralement d'ailleurs, une difficulté pour les dites idéologies à s'incarner, et notamment à s'incarner dans une forme partisane. Je crois que ça, c'est le fond du problème. Alors, le conservatisme, effectivement, émerge. On explique au début qu'il est à la mode, mais justement, tout en se méfiant des effets de mode. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que ce conservatisme est véritablement nouveau, ou est-ce qu'il n'est pas, au fond, sous un vocable qui jusqu'alors était inusité, non seulement inusité, mais inutilisable. Est-ce que ce n'est pas inutilisable, je veux dire par là, qui se serait dit conservateur en France? Vous pas? Non, ni moi ni l'autre. Enfin, je veux dire qu'il y a, pour le coup, toute la généalogie du terme montre que pendant des décennies, même un siècle, depuis les années 1880-1890, aucun mouvement intellectuel ou politique ne se dit conservateur. Il n'y a pas de parti conservateur en France. Mais à l'inverse, il n'y a pas non plus de parti libéral. À part démocratie libérale. Est-ce à dire qu'il n'y aurait pas eu de libéraux en France? Ça n'a aucun sens. Est-ce à dire qu'il n'y aurait pas eu de conservateurs? Bien entendu, il y en avait. Mais sous la Troisième République, c'était les modérés. Leurs adversaires, la gauche, les gauches, ne parlaient pas au XXe siècle, des conservateurs. Il parlait des réactionnaires. Il dénonçait la réaction. La réaction, c'est pas le conservatisme. C'est un mot qui avait, pour le coup, assez largement disparu du vocabulaire politique. C'était un mot presque tabou. Mais la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il y a une redéfinition du conservatisme il y a une redéfinition, à envisager? Bien sûr, il y a une redéfinition possible, mais cette redéfinition possible, d'abord, elle ne peut pas se faire sans l'économie, évidemment, de la prise en compte des généalogies. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est-à-dire que le conservatisme, évidemment, n'est pas aussi neuf que d'aucuns voudraient le proclamer, premièrement. Et, deuxièmement, le conservatisme, ça peut être aussi le moyen d'amener, finalement, d'autres... ou de faire, réémerger d'autres doctrines qui étaient plus ou moins à l'écart, dont on considère que finalement elles auraient peut-être fait leur temps. D'où la contradiction intrinsèque les contradictions intrinsèques de ce conservatisme. Une question d'Antoine Mercier. Voilà, moi j'essaye de regarder un peu les paysages politiques européens. Vous me dites, on pose la question, l'Europe est-elle conservatrice? L'époque est-elle conservatrice? Je ne vois pas où ça apparaît véritablement. Sont les partis dits conservateurs, qui sont souvent des partis pro-européens, qui ne sont pas véritablement non plus ceux qui sont les plus conservateurs au sens traditionnel du terme, au niveau
niveau de leur politique? Sont des mouvements d'extrême droite qui sont plutôt qualifiés de populistes et qui ne sont pas forcément non plus exactement dans la visée conservatrice? Donc, je ne vois pas d'incarnation politique en Europe de ce dont vous parlez. Je suis d'accord avec vous. Ah bon? Je suis d'accord avec vous. Et c'est, si vous voulez, c'est pour ça que ça revient à ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'on s'est, au fond, concentré d'abord sur la question, effectivement, du mouvement des idées, d'un certain nombre d'essais, etc., etc. Mais, alors, il y a des partis conservateurs en Europe, mais effectivement, on pouvait penser à la CDU, au Parti conservateur britannique, etc. Mais je dirais que ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'ils incarnent, au fond, un type de conservatisme de gouvernement. Donc, jusque-là, rien d'étonnant. Et si on franchit l'Atlantique, alors là, c'est intéressant aussi parce que les républicains américains, qui pouvaient être rattachés à ce monde un peu conservateur, aujourd'hui, avec Donald Trump, posent évidemment toute une série de problèmes par rapport à un conservatisme, j'allais dire, plus classique. Mais pour ce qu'il en est des mouvements dits populistes, je ne crois pas qu'on puisse les considérer simplement comme des mouvements conservateurs. C'est autre chose. C'est autre chose, alors qu'on peine d'ailleurs à définir. Simplement, ce que on essaye de mettre en avant, à partir justement de cette approche un peu idéologique, c'est que le conservatisme peut être érigé, au fond, en doctrine ou en projet, peut-être aussi pour faire face à des enjeux qui sont des enjeux nouveaux. Je veux dire par là, souvent, qu'est-ce qu'on dit aux conservateurs et qu'est-ce qu'on leur a dit? Conserver quoi? Alors, conserver quoi? Alors évidemment, c'était la question de l'ordre économique et social, de l'ordre politique, etc. Aujourd'hui, à l'heure, par exemple, et c'est moi qui avais rédigé la notice de la question du transhumanisme, on est passé, si vous voulez, à toute autre chose. Et le conservatisme, et c'est ça qui le rend peut-être intéressant aussi, ne peut pas se lire uniquement, me semble-t-il, comme une doctrine politique, mais le conservatisme met en jeu un certain nombre d'éléments culturels, religieux, qui font que toute cette histoire, effectivement, est une histoire plus, c'est déjà compliqué, mais plus facile à appréhender, je dirais, sur le mode des généalogies intellectuelles, que sur un mode proprement partisan ou uniquement partisan, parce que, effectivement, si dans un certain nombre de pays, il y a des partis conservateurs, assurément, parce qu'ils en ont l'étiquette et ils s'inscrivent dans une tradition nationale, ailleurs, ce n'est pas le cas. Olivier Italie, Dahr, par exemple. Oui. vous, pour vous dire aujourd'hui conservateur, pour ne pas être gêné par ce mot, complexé par ce mot, pour le détabouiser quelque part, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans pour que vous vous reconnaissiez dans cette titre valise? personnel? Oui. Oui, enfin comme intellectuel, historien aussi. Oui, parce que bon, à titre personnel, j'ai pas de... si vous voulez, moi, encore une fois, ce qui m'intéresse dans le conservatisme, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, au fond, les potentialités sans doute offertes, mais plus d'ailleurs dans la notion de conservation de votre conservatisme. C'est-à-dire, ce qui permet d'ailleurs alors là, quelque part, un nouveau conservatisme d'émerger. C'est-à-dire la façon dont, par exemple, un certain nombre de milieux conservateurs, on a fait grand cas de la revue Limite, qui est une revue effectivement intéressante, qui reprend à son compte la question écologique, par exemple. Mais la question écologique, quand on regarde, au fond, l'histoire de l'écologie en tant que projet, on se rend compte que l'histoire de l'écologie n'est pas, finalement, une histoire qui naît en 1968. C'est un conservatisme, l'écologisme, finalement. Ouais, ça vous voulez dire? C'est pas uniquement ça. Je suis désolé, en histoire des idées, c'est jamais... les idées sont plastiques, mais il y a effectivement une matrice originelle chez des auteurs comme Robert Lénard, etc., qui, effectivement, s'inscrivent dans cette perspective-là. Ce qui n'empêche pas, évidemment, après, qu'un certain nombre de courants vont reprendre l'écologie à leur compte par anticapitalisme. Là, il n'y a pas écologie comme notice dans le dictionnaire. Il y a développement durable. Non, il n'y a pas écologie, puis il y en a une autre qui vient. Il y en a quelques-unes qui manquent. La personne qui devait faire écologie ne l'a pas faite. Ah, voilà. Elle a séché. Mais pourquoi? Oh non, elle a pour des raisons... D'accord, ça on a fait d'autres, mais voilà. Ce n'est pas révélateur de quoi que ce soit. Non, c'est révélateur de rien du tout. Et malheureusement, et pour tout vous dire, je n'ai pas eu le temps de la faire moi-même, parce qu'on a été extrêmement pressé par l'éditeur. D'accord. Mais il y a du développement durable, oui, rassurez-vous quand même. Oui, oui. Donc, je ne sais pas quelle est la différence aux yeux de ce dictionnaire des conservateurs. Donc, il y a effectivement beaucoup de notices à l'intérieur de ce dictionnaire qui permet de brasser différents sujets et de questionner comment des conservateurs se positionneraient sur la question du féminisme, sur celle de l'Église, de l'école, de ce clivage gauche-droite dont on va reparler, ou progressiste et conservateur. Mais pourquoi ce dictionnaire aujourd'hui, Olivier Dahr? Est-ce que c'est pas quelque part aussi un manifeste un peu déguisé de ce renouveau conservatisme pour revigorer les troupes?
Alors écoutez, bon, c'est ce que d'aucuns ont pensé. Je dirais non. Enfin, c'est une rencontre à trois, hein, pour dire les choses très clairement. Au départ, c'est une idée de Frédéric Rouvillois. Mais une idée qu'il portait depuis un moment, mais qui manifestement n'intéressait pas les éditeurs. Bon, et il s'avère que de mon côté, j'ai beaucoup travaillé sur les droites nationalistes et sur l'histoire du libéralisme. Et que je me disais depuis un bon moment qu'il allait quand même falloir, entre les droites nationalistes et le libéralisme, arriver au conservatisme. Bon. Sur ce, on s'est dit comment essayer d'aborder cette histoire du conservatisme, et on a choisi la méthode du dictionnaire. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas voulu faire un dictionnaire qui soit uniquement un dictionnaire universitaire. Je veux dire par là que de toute façon, nous n'aurions pas eu la matière, puisque du point de vue de l'historiographie, le conservatisme est un chantier qui mériterait d'être beaucoup développé, notamment en France. Notamment en France, mais pas seulement. Et donc, on a effectivement choisi de donner la parole à la fois à des universitaires qui avaient, historiens, juristes et autres, qui avaient très directement travaillé sur un certain nombre de dossiers, mais de donner également, de l'instant où ils avaient publié des textes, des ouvrages en particulier, sur des thématiques précises, à un certain nombre de figures, bon, qui peuvent se raccrocher, enfin pour certaines c'est difficile, peut-être à cette mouvance, avec effectivement dans ce dictionnaire une approche qui est volontairement une approche hétérodoxe, c'est-à-dire que vous avez des notices qui se renvoient. Vous parliez du clivage droite-gauche, bon, vous voyez bien que pour les uns, ce clivage droite-gauche perdure, pour d'autres, ou va perdurer, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Voilà, donc c'est, je dirais, aussi un appel à aller plus loin, et moi j'espère bien, alors là, pour le coup, comme professeur et historien des idées, reprendre un certain nombre de thématiques et aller beaucoup plus loin, en particulier, bon, sur moi, ce qui me passionne, hein, sur la question des échanges et des transferts entre, justement, les différents pays européens, les différentes doctrines, les différents acteurs, les maisons d'édition, et voir finalement si ce que notre collègue historien allemand Johannes Grossmann a appelé, un livre très important, mais non traduit en français évidemment, comme souvent, a appelé l'internationale conservatrice après 1945. Voilà, l'internationale conservatrice, hein, qui va de l'Espagne, du Portugal, bon, j'ai beaucoup travaillé sur Salazar aussi, voilà. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, et comment dans la durée? Voilà. Et là, je pense qu'il y a des choses à faire. L'internationale conservatritre, c'est intéressant parce que ça évoque aussi une autre idée qu'on a pu entendre circuler notamment dans les 48 dernières heures. Vous écriviez dans votre introduction, le conservatisme sort de l'ombre et trouve pour le défendre des renforts inattendus. Alors est-ce des renforts inattendus et parfois non espérés? Un conservatisme zombie, ça ce sont les termes qui ont été employé hier soir par Marion Maréchal Le Pen dans le cadre d'un colloque organisé par l'association Éveilleurs d'Espérance, qui est une sorte de prolongement de la Manif pour tous, et par la revue L'Incorrect, pour débrancher mai 68. Alors on est 50 ans après l'événement. Elle appelle les conservateurs zombies à sortir de leur état et à devenir les nouveaux 2068 arts. Est-ce que vous partagez aussi ce rêve de voir advenir une sorte de contre-révolution conservatrice, voire d'international? Écoutez, alors là, sur 68, je dois dire que on en a tellement dit sur tout, enfin tout, à peu près tout et son contraire, que... Moi, je vous parle vraiment d'aujourd'hui, parce que Marion Maréchal Le Pen, elle se réfère directement aux idées conservatrices. Elle veut aussi réveiller ce courant conservateur. Est-ce que vous en avez la même définition? Je ne sais pas ce qu'elle met derrière. Je n'ai pas écouté son intervention, je n'y étais pas, donc je ne sais pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle met derrière? Parce que si vous voulez, vous voyez bien, en 1072 pages, on peut, derrière le conservatisme, mettre toute une kyrielle d'auteurs. Alors, par rapport, effectivement, à l'héritage de 68, bon, deux choses peut-être à souligner. D'abord, c'est que 68, à la fois, c'est quand même une sacrée diversité. Enfin, je veux dire, on ne peut pas réduire 68 à une chose. Enfin, on voit très bien que ça... Bon. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'éléments de 68 qui sont morts, sinon en 68, du moins peu après, même si on peut toujours trouver évidemment un certain nombre de filiations. Alors, peut-être vise-t-elle, je ne sais pas, à travers effectivement 68 ou l'anti-68, ce qu'elle considère, elle, comme une conséquence, c'est-à-dire au fond, et c'est ce qui s'écrit et ce qui se dit, l'avènement du néolibéralisme comme conséquence de 68. Bon, ça c'est un classique que l'on lit, sauf que j'ai pour ma part travaillé sur l'histoire du néolibéralisme, que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le néolibéralisme des origines des années 30 est un néolibéralisme différent de l'individualisme que l'on connaît aujourd'hui.
Donc, si vous voulez, moi, je voudrais voir ce qu'il y en a derrière et après, je commenterai. Mais l'ancienne députée du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen, a aussi annoncé à la rentrée prochaine la création d'une académie de sciences politiques, une école qui entend s'adresser à la jeunesse conservatrice pour y détecter et former des dirigeants de demain. Est-ce que vous vous différenciez clairement, tous autant que vous êtes, avec Frédéric Rouvillois, avec Christophe Boutin, vous qui avez réalisé et rédigé ce dictionnaire du conservatisme, de cette démarche politique? Vous ne défendez pas ensemble, vous avez quand même dû vous interroger, le même conservatisme aujourd'hui? Pour ma part, non. Moi, si vous voulez, j'ai suffisamment à faire avec mes étudiants et à les former pour ce que j'estime devoir les former. Non, moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est très clairement l'histoire des idées et la Mais elle démarche. aussi, visiblement. Hein. Comment? Elle aussi, très visiblement. bien, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Qu'elle soutienne une thèse, voilà. Non, mais je veux dire, on n'est pas quand même tout à fait sur le même registre. Voilà. Antoine Mercier. Ouais, peut-être, alors on peut revenir au fondamental, c'est-à-dire Absolument. à l'origine finalement de ce qu'est le conservatisme. Vous avez dit tout à l'heure conserver quoi? Si on prend les textes d'origine, il ne s'agit pas seulement de conserver, de Burke, donc il ne s'agit pas de conserver seulement ce qui existe ici et maintenant, mais bien de s'opposer sur tous les plans à la vision du monde promue par les révolutionnaires. Oui, donc là, on a quand même déjà un point d'ancrage relativement clair, c'est que le conservatisme s'appuie sur ce premier geste d'opposition à ce que la Révolution a amené, qui était considéré comme une vision abstraite du monde, comme une vision désincarnée, etc. Est-ce que ça reste tout de même, j'allais dire, dans les fondamentaux du conservatisme? Alors, vous prenez l'exemple de Burke. Il est extrêmement intéressant. Parce que Burke, en réalité, est en Angleterre un Whig. Donc, si vous voulez, Burke, vu de France, effectivement, est assez communément rattaché au courant contre-révolutionnaire. Burke exècre effectivement la Révolution française. Mais il exècre la Révolution française pour les troubles qu'elle génère et parce qu'il la rattache, au fond, à ce qu'ont été les expériences britanniques. Mais Burke est en même temps un défenseur du libéralisme, du parlementarisme britannique, etc. Très différent de ce qu'ont été les contre-révolutionnaires français du type Bonal, Mestre, etc. Alors, par rapport à la question de la Révolution, je crois que il y a effectivement deux choses intéressantes à noter. D'une part, c'est qu'effectivement, toute une tradition conservatrice va puiser dans la contre-révolution. Alors, en l'aménageant, en aménageant les discours, en les transformant, mais je dirais que c'est tout ce qui va déboucher sur le traditionnalisme. Et là, on retrouve effectivement quelque part, l'héritage de l'Action française. Même si Maurras, c'est pas seulement un contre-révolutionnaire, c'est aussi un nationaliste, on pourrait y revenir. Mais, comme l'explique très bien Philippe Benneton, dans son petit que sais-je, mais qui est ancien, mais tout à fait intéressant, sur le conservatisme, il y a, à côté du conservatisme contre-révolutionnaire, progressivement s'est construit un conservatisme beaucoup plus moderne, qui, lui, va agréger une dimension libérale. Pour comprendre au fond le conservatisme, il faut comprendre qu'on est constamment dans un jeu de balance, et je reconnais que c'est compliqué, entre la contre-révolution, le libéralisme, et finalement une tension perpétuelle entre des contre-révolutionnaires ou leurs héritiers qui vont considérer que les conservateurs sont des mous, des gens qui justement ont renié au fond ce dont vous parlez, c'est-à-dire au fond l'héritage contre-révolutionnaire. Ils s'accommodent, ils s'accommodent de la suite. Et puis, d'autres qui vont dire, mais finalement, la contre-révolution, c'est fini, ou du moins, il va falloir s'adapter à son siècle, et ça va nous donner un conservatisme qui va essayer d'agréger un souci des permanences, une volonté d'équilibre, un souci de mettre en place effectivement un certain nombre de limites et, je dirais aussi, un pessimisme foncier devant un certain nombre d'utopies ou de transformations brutales. Ce qui nous amène évidemment politiquement et idéologiquement à la fois à un conservatisme hérité de cette contre-révolution, c'est l'Action française et ses suites, et puis effectivement vers un conservatisme plus libéral ou un libéralisme conservateur, comme vous voudrez, qui lui va, alors pour le coup en France, réussir à s'incarner dans un certain nombre de formations politiques ou chez un certain nombre d'acteurs politiques, même si ces gens ne vont pas se dire conservateurs. Mais pour moi, si vous voulez, un homme comme André Tardieu dans les années 30 est un conservateur. Alors un conservatisme qui s'est structuré, vous l'évoquiez, en opposition aussi au rationalisme radical des révolutionnaires et à son progressisme à ce sujet. Je vous propose d'écouter, pour en revenir à aujourd'hui, les mots du jeune philosophe François-Xavier Ce
qui est très frappant, c'est que le progressisme a changé de couleur. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est tout à fait convaincu que l'histoire est écrite d'avance. Lui aussi, il a cette conviction, c'est certain. Il pense que l'avenir, c'est la mondialisation, que l'avenir, c'est la suppression des cadres et des rigidités, des points de fixité ou de fixation. Et il décrit ces victoires que la gauche a le sentiment d'avoir acquises, d'où le grand traumatisme, évidemment, que vivent une partie des militants de gauche. Il les décrit justement comme, désormais, l'ennemi à abattre et les murs à écrouler. La vraie question, donc, qui se pose, la question est simple, me semble-t-il, c'est de remplacer l'idée d'une histoire écrite d'avance par une interrogation renouvelée quant à la nature même de ce qu'est un progrès. Qui dit progrès dit un bien. Et de ce point de vue-là, il me semble que nous avons beaucoup à gagner et à regagner dans le débat politique contemporain en apprenant à relativiser de nouveau le concept de progrès. Il n'y a de progrès et que s'il y a un bien, et donc il faut d'abord un critère pour dire qu'une chose est un progrès. Il n'y a de droit que dans la mesure où le contenu même du droit qui est acquis ou qui est distribué constitue le droit d'user de quelque chose de bon. Alors, est-ce que cette nouvelle jeunesse du conservatisme, Olivier Dard, peut profiter de la réactivation du clivage progressiste-conservateur par Emmanuel Macron? Est-ce que ça peut l'aider à se positionner? Sans doute, sans doute. Et pour le coup, ce que dit Bellamy est juste, à ceci près que là aussi, le terme conservateur peut être parfois utilisé de façon tout à fait péjorative. Par exemple, pour désigner un certain nombre de prises de position syndicales, dont on va dire elles sont conservatrices parce qu'elles refusent le changement. Bon, voilà. Donc il y a effectivement cet élément-là. Je pense que dans le cas effectivement d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes effectivement dans un clivage peut-être progressisme conservateur, qui renvoie effectivement à un individualisme affiché, un économisme affiché, qui pour un certain nombre de conservateurs, pas tous, parce qu'on a des conservateurs libéraux, c'est là où c'est compliqué, mais peut effectivement faire sens en réhabilitant peut-être un certain nombre de notions autour des idées, de communauté, etc., etc. Et de conviction qu'il existe un autre avenir ou autre chose que le triomphe de l'économie, de la performance, de la productivité, etc., etc. Mais c'est un discours, si vous voulez, qui... Je suis désolé de le dire, mais n'a rien de nouveau. On parlait de la revue Limite. La revue Limite, ce qui me frappe en la lisant, c'est tout l'emploi, le réemploi qu'ils font d'un certain nombre d'auteurs que j'ai beaucoup fréquentés au siècle dernier et après en rédigeant ma thèse, qui sont ceux que l'on appelle les non-conformistes des années 30. C'est-à-dire, au fond, les gens, alors pour une part de la jeune droite, pour une part de l'ordre nouveau, un peu d'esprit, voilà, on retrouve quelque chose qui, des années après, peut être utilisé, réemployé. Et je crois que ce qui est intéressant, et ce qu'il faut que les auditeurs, à mon avis, aient bien à l'esprit par rapport à l'histoire des idées, c'est que dans l'histoire des idées, au fond, les contemporains, même s'ils prétendent que les choses sont nouvelles, en réalité, vont souvent puiser un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments, les réemploient, les réaménagent. Alors, dans certains cas, évidemment, il y a parfois un certain éloignement entre l'original et la copie. Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore aller puiser dans la pensée et les écrits de Charles Maurras? Est-ce que ça valait le coup de le rééditer dans la collection bouquins chez Robert Laffont, ce qui est la deuxième polémique qui a pris la suite de celle sur les commémorations? Est-ce que vous pensez, comme le co-auteur de votre dictionnaire, Frédéric Rouvillois, que la pensée conservatrice a aujourd'hui encore envers Charles Maurras une dette assez inévitable? Inévitable. Non, je crois que il y a deux choses, si vous voulez, différentes. Qu'on réédite Charles Maurras ne me pose aucun problème, au contraire, parce que je pense que du point de vue de l'histoire des idées, c'est un auteur important qui figurait, d'ailleurs, ne l'oublions pas, dans les ouvrages de Touchard, etc. Enfin, tous les cours d'histoire des idées politiques pendant des décennies ont consacré des chapitres à Maurras. Donc, si vous voulez, je pense que ce projet de réédition, il est, à mon avis, beaucoup plus ancien, parce qu'ils ont dû quand même y mettre un petit moment, j'imagine, à bouquin, pour arriver à ça. Il est bien antérieur à la question des polémiques. Donc, que Maurras soit réédité, très bien. Pour le reste, qu'est-ce qui peut être réutilisé aujourd'hui? Je crois qu'il y a deux choses, à mon avis, à souligner. La première, mais ça je l'ai déjà dit, écrit, c'est qu'il y a toute une partie de la prose maurassienne qui aujourd'hui est illisible. Illisible, alors inadmissible pour un certain nombre de points de l'antisémitisme, mais en même temps illisible parce que, si vous voulez, Maurras est un homme qui a écrit des milliers et des milliers d'articles, qui est, vous disiez, un homme politique, théoricien, oui, journaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est constamment dans l'actualité. Donc il y a ce premier problème. Et puis, deuxième élément, qu'est-ce qui peut être, au fond, réutilisé ?
peut-être un certain nombre de choses liées, alors notamment à toute la question du rapport au territoire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est d'observer qu'un certain nombre de termes maurassiens sont passés dans le vocabulaire. Le pays légal, le pays réel, liberté en haut, autorité en bas, autorité en haut, liberté en bas, etc. Au moins, j'ai envie de vous dire, tout le monde en parle, lisez et discutons. Pour ma part, si vous voulez que ce soit Maurras ou d'autres, je suis de toute façon, de l'instant où on a des rééditions, j'allais dire, avec un appareil critique, de toute façon favorable à des éditions de textes, parce que ça permet aussi... Vous dites pas, en fait, pour une refondation doctrinale, il faut laisser les vieux fantômes c'est pas un problème de façon... nationalistes, antisémites au placard. Oui, de toute façon, je pense que c'est tout ça, oui, c'est complètement dépassé, oui, mais il y en a d'autres.